Bienvenue dans Mjolnir Training News. Aujourd'hui, on va décrypter la prépa Games de Claudia, côté coach. À mes côtés, Luc Millier, responsable de la programmation et coach de Claudia depuis les débuts. Ils reviennent des CrossFit Games pour la deuxième fois. On va voir comment on construit une saison, comment on s'adapte aux exigences des épreuves et ce que Mjolnir Programming propose pour progresser, que tu sois compétiteur, coach ou gérant de salle de sport. Yes, et restez avec nous jusqu'à la fin. Du coup, on aura une annonce assez spéciale à vous dire. Okay, on va commencer sur le premier, c'est la relation coach-athlète. Du coup, depuis ses débuts avec toi, qu'est-ce qui n'a jamais changé dans la façon de bosser avec Claudia? Du coup, ça fait 9 ans que je coach Claudia, qu'on se connaît aussi. Elle a commencé à CrossFit Glen, elle avait commencé un tout petit peu avant avec un précédent coach, Ousmane, le CrossFit. Du coup, je dirais que c'est plutôt la communication. Donc, ça peut paraître normal et en même temps, j'ai encore vu des stories de coach qui suivent justement des personnes en individuel tout à l'heure et qui, des fois, ont du mal à bien, pas s'entendre, mais à bien communiquer avec leur athlète. Soit parce que l'athlète, justement, il donne pas assez de retour au coach, soit parce que le coach met des fois du temps à répondre, ou des fois les deux, quoi. Donc ça, je pense, c'est vraiment ce qui a pas changé. C'est, en fait, j'étais son coach, mais avant d'être son coach vraiment individuel, je pense qu'on est déjà devenus amis, donc ça a permis quand même d'avoir des échanges réguliers. Et puis après, quand je suis vraiment devenu, on va dire, le coach pour sa prépa individuelle et ensuite avec d'autres coachs dans la team, c'était la communication. On s'envoie des messages quasiment tous les jours, des choses comme ça. Donc je dirais ça. Et puis en deux, je dirais de se fixer des objectifs. Alors au début avec Claude, c'est simplement de pouvoir progresser. Elle a fait les French Rodon et Marseille, les affiliates en élite. Ça, c'était les premiers objectifs qu'on s'était donnés petit à petit. Et puis après, petit à petit, ça a été des objectifs un peu plus ambitieux, même si elle a continué ses études. Et du coup, il y avait deux étapes. Il y avait des objectifs à moyen, court terme et des objectifs à long terme. Donc par exemple, au début, c'était d'aller aux semi-finales, je me souviens. Et donc, ça peut faire un peu peur ou ça peut paraître un peu loin. Et donc, du coup, on se fixait des objectifs à moyen terme. On sait, même s'il y a toujours des exceptions, que pour avoir un certain niveau, les semi-finales, par exemple, il fallait qu'en haltéro, elle ait à peu près 75-80 kg au snatch, 95-100 kg au clean and jerk. C'est des barres, qu'il faut avoir dans le sens où, va y avoir des charges lourdes. Et si t'as pas ces max-là, ça peut être un peu dur justement d'être bon sur ce type de WOD. Donc, du coup, forcément, tu te fais recaler. Donc ça, c'était des objectifs un peu plus, on va dire, numériques que juste se dire, je vais aller une fois aux semi-finales. Voilà, c'était pareil pour la gym ou pour d'autres WOD de référence, quoi. Voilà, ouais. Ok. Qu'est-ce qui a le plus évolué dans la méthode d'entraînement entre l'an dernier et cette saison? Du coup, donc ça fait 2 ans qu'avec la team de coach, on s'efforce vraiment de créer une vraie séparation entre la période de compét et la période où on va dire de off-saison, où justement il n'y a pas de compétition ou très peu. Il peut y avoir les Dubaï ou les Wodapalooza, mais voilà, ça reste une compétition dans le hors-saison. Donc du coup, là, ça fait 3 ans qu'elle a commencé avec Max la course à pied vraiment, on va dire, spécifique dessus. Avant, on en faisait bien sûr, mais là, elle a vraiment repris la base. Elle a fait des camps d'entraînement avec lui. Donc, elle a 3 sessions de course à pied par semaine, mixées ou pas. Au total, elle a 5 sessions de cardio, donc 3 de course à pied, ou des fois, elle fait des doubles modalités, et puis des sessions d'ergo avec Sean. Donc ça, elle en fait quand même beaucoup. Ça représente la moitié de son entraînement hors saison. Mais du coup, elles sont séparées, ajoutées à tes blocs à toi, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, par exemple, tous les matins, elle va faire soit du run, soit des ergos, soit les deux. Et puis moi, ça va être l'après-midi. Okay. Donc ça, on sépare vraiment. Plus typé CrossFit général avec les tendances du moment. Ouais, c'est ça. Donc l'après-midi, en tout cas hors saison, on va faire l'haltéro 2 ou 3 fois dans la semaine, de la gym strict, de la muscu. Et j'ai envie de dire, je crois qu'on fait pas de WOD quasiment jusqu'à décembre ou janvier, quoi. Okay. Donc on sépare vraiment cet aspect compète, CrossFit, etc. du hors-saison, quoi. De septembre à décembre, elle est vraiment sur des modalités séparées. Donc, elle va pas faire du run avec de l'haltéro et de la gym. On sépare tout, quasiment tout le temps. Il y a quelques samedis où on va refaire un petit peu de mix modal, on va dire, mais vraiment juste pour faire un petit rappel. Donc, voilà, c'est pas qu'elle fait pas de CrossFit, mais on va dire, voilà, elle sépare vraiment les modalités. Puis après, quand il y a une compète, par exemple, au Wodapalooza en janvier, on a repris 6 semaines avant les WOD. C'était un petit peu court cette année. C'est plutôt 8 semaines qu'il faut pour clos. Bon, on prend vraiment là une prépa CrossFit. Et puis une fois que la compète est passée, on repart sur un hors-saison de X mois ou de semaines. Et puis après, on se reprépare pour la compète. Donc, t'estimes que 8 semaines, c'est le bon timing avant une compétition pour une préparation si tu fais du off-saison et tu fais tes points faibles avant, quoi. Ouais, c'est ça, 2 mois. Donc, ça permet de faire 2 cycles de 4 semaines où justement, on peut réintégrer progressivement. Souvent, on fait des EMOM, donc on remet un petit peu de volume sur la gym.
sur des choses qu'elle a pas fait depuis un petit moment, en tout cas en keeping, des choses comme ça. Et puis après seulement on remet vraiment mixé, quoi. Donc 2 mois, en tout cas pour Chloé, ça marche assez bien. Peut-être que ça pourrait être un peu différent pour d'autres, mais alors ça peut paraître pas beaucoup par rapport aux semaines qu'elle a passées, mais en vrai, elle a déjà un certain niveau. C'est pas un athlète voilà qui débute. Donc voilà, même si elle fait pas de toast to bar mélangé avec, j'en sais rien, moi, des double under, ça n'empêche que elle maîtrisera toujours les mouvements. Et du coup, ça permet vraiment de progresser sur ce qu'elle doit progresser, quoi, sur ses points faibles, quoi. Et du coup, les points faibles, vous les avez identifiés l'année dernière, vous les avez identifiés du coup aussi cette année, je pense. Ouais. Et du coup, il faut continuer Ouais, c'est ça. Donc là, elle était quand même beaucoup plus sur la course à pied ces 2 dernières années que sur les ergos, même si elle en faisait. Alors, on sait qu'elle est pas très très forte non plus aux ergos, mais c'est difficile non plus de tout faire. Du coup, on a quand même focalisé. Donc nous, c'était plutôt haltéro-force et course à pied quand même. Même si elle faisait encore des ergos, donc elle a bien progressé en course à pied. Mais on a vu dans votre 1 que ça suffisait pas encore malheureusement pour être dans la première moitié. Là, les filles sur du 10K, elles ont un 10K en moins de 43-45 minutes, on va dire, la première moitié, donc ça va assez vite quand même. Chloé, c'est plutôt 48-50 minutes. Et pour les hommes, c'était combien? Pour les hommes, les meilleurs, ils étaient à 4 du kill, donc 40 minutes, sachant qu'ils avaient aussi le rameur au milieu. Et voilà, et t'étais à 4,30, t'étais déjà dans la deuxième moitié, quoi. Donc voilà, ça le va bien. rameur comptait pas tant que ça, non? Enfin, c'était plus il fallait pouvoir relancer fortement après, mais... Ouais, c'est ça. Alors, le rameur, au final, c'était environ les hommes, enfin, c'était entre 11 et 13 minutes. Donc sur les premiers, ils ont mis, je crois, 48 minutes. Ça représente un quart. Donc 25% quand même. Donc c'était pas non plus la majorité. Il valait mieux courir que mieux ramer. Mais on a vu, par exemple, Kronikov, il était un petit peu derrière Adler et puis il est sorti avant du rameur. Il s'est quand même fait rattraper parce qu'il court moins bien. Et par exemple, Chloé, je sais qu'elle a perdu, je crois, 5 places sur le rameur. Elle a réussi à les récupérer. Mais forcément, quoi. Donc, si tu arrives à limiter la casse, ça te permet au moins de maintenir ta position, quoi. Et t'as quand même des personnes qui ont pu gratter quelques places, pas beaucoup, mais sur le rameur, quoi. Donc là, ça faisait pas la diff sur ce mode-là. Mais après, bon, on l'a vu dans d'autres modes où là, les ergos. Et la fréquence pour une femme, du coup, Claudia, elle était à combien au rameur à peu près, tu sais? Elle était entre 2,10 et 2,15 au 500 sur 3 kills. Alors, ça peut paraître assez lent, mais sachant qu'il y avait quand même 6 km 5 de course avant. Donc, même si c'est une modalité différente, la fatigue que tu as accumulée, enfin, tu peux pas dire, bon, il y a que 3 kills, je vais me baser sur mon 5 kills, tu vois. Ah. C'était plutôt, je me base sur mon 10 kills aussi au rameur, quoi. Même s'il était là comme ça, pas longtemps au milieu, quoi. Donc, les gars, j'ai pas les moyennes. Ils étaient en dessous de 2 minutes, ça c'est sûr. J'ai entre 1,47 et 1,55. Et les filles entre 2 et 2,15, quoi. Donc, les meilleures étaient à 2 et les moins bonnes étaient à 2,15, quoi. Donc, mine de rien, tu vois, entre une fille, je sais que Fish, elle a un petit gabarit aussi, elle était à 2,07, Chloé, elle m'a dit. Elle a réussi à garder ça tout le long. Chloé, qui était peut-être en moyenne à 2,13, ça fait 6 secondes au 500. Et quand même 6 fois 500. Donc 6 fois 6, 36 secondes. Donc, voilà, c'est pas non plus énorme, mais voilà. Ah. Entre les avoir et pas les avoir, ça change, quoi. Chloé, avec 36 secondes, elle grattait 2 places sur le haut, quoi. Quand même. Donc ça fait c'est une des parties aussi qu'on va bosser, quoi. On enchaîne sur l'autre, on a encore des trucs. Non, c'est bon, je vais en garder un peu pour la suite. Du coup, comment tu décides d'augmenter ou de réduire le volume sur une semaine par rapport à son état de forme? Quel signal t'alerte? Ouais, alors du coup, avec Sean, il a développé un petit Google Sheet qui marche assez bien et du coup, qui propose aussi et qu'il a pu nous donner. Donc, c'est un calculateur de charge d'entraînement. Donc, ce qui est bien souvent, c'est que, alors, on a Claudia, elle a un petit anneau, j'ai plus la marque, mais qui lui permet de lui donner si elle a bien récupéré, etc. Donc, c'est bien, ça lui permet d'avoir des chiffres. Tu as des montres qui existent qui font la même chose. Mais voilà, il n'y a pas que le sommeil, il y a aussi juste la charge d'entraînement, savoir si même avec un bon sommeil, est-ce que c'est assez ou pas assez. Et donc, du coup, en fait, à chaque séance, elle va mettre son ressenti, son RPE sur 10 sur la séance, enfin, sur chaque session, donc session 1, session 2, entre 1 et 10. Donc, sur la montre ou sur l'application? Non, sur l'appli, ouais, sur le Google Sheet. Okay. Et donc, du coup, voilà, à la fin de la semaine, elle a une moyenne de RPE. Et combiné à ça aussi, il y a la durée d'entraînement. Donc, sachant qu'un RPE 10 sur 10, si ça a duré 5 minutes, c'est pas pareil qu'un RPE 10 sur 10 qui a duré 1 heure en termes de charge et de calories dépensées aussi. Donc, en fait, il y a la durée, le ressenti, et donc ça nous donne une valeur numérique. Et on sait pour Chloé qu'elle ne doit pas dépasser à peu près 10 000 de cette valeur-là. Et en fait, chaque semaine, on a le total simplement, et donc on voit. Et donc, normalement, vu qu'on fait des cycles de 4 semaines avec Chloé, en fait, la semaine 1, 2, 3, ça doit augmenter, la charge d'entraînement augmente. En 4, on va la diminuer et on va réaugmenter comme ça, quoi. Et donc, on sait que, des fois, ça peut arriver qu'on programme que ce soit un peu trop dur, qu'il y a un pic là où il ne devrait pas y avoir de pic.
et ben on sait que la semaine d'après, il va falloir redescendre un peu. Parce qu'on a remarqué que les fois où elle avait des petits bobos ou les fois où elle tombait malade, c'est parce qu'on on était trop proche de la ligne rouge des 10 000 et donc du coup, ben voilà, c'était un peu D'où dur, l'importance de la communication, ce qu'on disait avant, quoi. Ben ouais, la communication entre coach et athlète et elle justement, donc ça c'est son taf à elle de bien remplir le truc. Et pour le sentir aussi réellement, il faut qu'elle se connaisse aussi parfaitement. Ouais, c'est ça. Donc ça, on va dire, c'est sur vraiment le global. Et si on se rapproche un peu plus au niveau micro, sur la semaine, si elle a son cycle par exemple féminin, là on va aussi adapter des choses. Par exemple, quand elle a ses règles, on peut pas mettre du lourd, c'est très compliqué pour elle, ni de l'intensité. Donc on va diminuer, on va faire un jour vraiment plus tranquille sur 2-3 jours et puis on va augmenter après, quoi. Donc voilà, c'est des exemples qu'on fait au jour le jour. Et pour un athlète plus classique, on va dire, plus standard, RX, élite, de compète française, pas forcément au niveau national. Ouais. Tu donnerais quoi comme conseil? Ouais, il faudrait que l'athlète sente qu'il y a une progression dans la charge, c'est difficile à calculer si on ne fait pas, mais que voilà, à la fin de la semaine du premier cycle, on va dire, la semaine 1 sur 4, que l'athlète soit pas fatigué, perte d'appétit, tu vois, c'est des choses comme ça, quoi. Ou le respect des charges et des... C'est ça, ouais. Donc souvent, il y a des charges assez basses, et puis, même, voilà, on se dit, je suis capable de faire plus. Mais voilà, ça a été prouvé, quoi. Alors que si on est tout le temps au taquet, on va plafonner plus vite. Alors que si on commence plus doucement, délibérément, puis qu'on monte, le corps, il a le temps de s'habituer. Il va justement créer des meilleures adaptations au stress, et puis tu vas devenir de plus en plus à l'aise, et en fait tu vas pouvoir augmenter, et même des fois te sentir peut-être aussi facile qu'il y a 2-3 semaines, alors que les charges sont plus lourdes, et ça, voilà, c'est comme ça que tu progresses, quoi. C'est pour ça que maintenant tu pars sur des cycles de 4 semaines en règle générale sans mieux venir. Ouais, c'est bien parce que j'ai testé un peu plus, au moins c'est compliqué, et au bout d'un moment t'as et l'effet de redondance et la fatigue qui s'accumule. Alors là, quand t'as des athlètes qui te disent moi j'aimerais bien, je suis un peu fatigué, il faudrait que je prenne une semaine de deload alors que t'es pas en fin de cycle, c'est que ça a été un peu compliqué avant. Après voilà, on a tous des vies perso et privées plus ou moins chargées, donc évidemment ça joue, et c'est un peu les limites, on va dire, d'une prog généraliste, où tu peux pas adapter pour tout le monde, mais voilà, après tu peux tu peux dire là tu fais entre 3 et 5 séries, etc. Et il faut s'écouter, oui et non, il faut s'écouter dans le sens où quand tu as l'expérience, tu sais quand c'est un peu trop ou quand c'est pas assez. Mais c'est vrai que pour les athlètes soit plus novices ou alors les jeunes qui sont capables d'avoir beaucoup de volume, eux ils se rendent pas trop compte en fait de ce qui se passe dans leur corps, et c'est pas forcément évident. Donc en tout cas, ces personnes-là, ils doivent vraiment respecter scrupuleusement et pas vouloir faire plus, quoi. Du coup, comment tu donnes du feedback par rapport à Claudia? On en a rapidement parlé. Ouais. Fréquence, format. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est qu'elle me fait un retour à chaque séance, donc soit sur WhatsApp ou soit directement sur Strivey. Et donc du coup, moi, sur l'interface admin, je vois ce qu'elle a mis. Donc ça c'est cool. Elle m'envoie des vidéos, je dirais tous les jours ou tous les 2 jours. Donc j'essaie de lui donner chaque sur l'exécution des mouvements, sur les... Ouais, donc en hors saison, plutôt sur tout ce qui est technique. Donc altéro, tu vois, technique course à pied, il va plutôt envoyer un max, mais il va regarder un peu sa foulée, son économie de course, des choses comme ça. Et puis après, quand elle fait plutôt des WOD, elle m'envoie carrément le WOD en entier. Et comme ça, on peut voir un peu, ok, là, des petits trucs, des détails, tu vois, mais oui, les transitions, alors c'est plutôt un point fort pour elle, mais quand même. Et puis voilà, des choses qu'elle fait, des mimiques, des choses qui peuvent être enlevées. Tu vois, elle a des petites mimiques un peu de gymnaste, encore des choses des fois qui lui font prendre un peu plus de temps pour se préparer avant de prendre une barre, par exemple, alors qu'il n'y a pas besoin, quoi. Donc on en avait discuté, on avait rigolé, mais c'est des petites choses, quoi. Bon, c'est un travail du coup de tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que, c'est du boulot, quoi. Donc, c'est pour ça que le suivi indie, c'est sûr que ça reste une niche, on va dire, dans la programmation pour l'instant. C'est ça, ouais. Et c'est sûr que ça reste quand même compliqué, déjà rien qu'en termes de tarification. C'est sûr que les tarifications, en règle générale, on met entre 150 € et peut-être plus. Ouais. Et quand on voit le travail exécuté, s'il est bien fait, c'est sûr que ça vaut bien plus, quoi. 150 € sur le nombre d'heures passées. Moi, je me suis déjà fait coacher individuellement, je me souviens, et je payais 250 € par mois. Et ça permettait d'avoir des échanges quotidiens, des séances qui vont être modifiées quand je le demande, des vidéos, des choses comme ça. Après voilà, je pense que les coachs, il faut qu'ils se mettent d'accord avant avec un espèce de cahier des charges, parce que sinon tu as des athlètes qui vont soit trop donner, soit pas assez. Bon, voilà, mais en tout cas, ou alors donner des étapes par rapport à la tarification. Je pense que tu as des gens aussi qui sont faits pour être coachés en indiv et d'autres qui sont plus faits pour une programmation généraliste. Ouais. Ouais, t'as peut-être le cas, toi, sur des athlètes, t'as des gens qui... par exemple, Chlo, elle a longtemps fait la prog générale, la prog compete, et ça lui allait très bien.
Après, la prog perso lui va très bien aussi dans le sens où ça la dérange pas de s'entraîner tout seul, alors que t'as des personnes tout seuls, ils y arriveront pas, quoi. C'est pour ça que l'effet de groupe est chouette et les prog généralisés sont bien pour ça. Après, elle a réussi à aller aux semi-finales même en faisant la prog généralisée, donc je suis nuancé par rapport au niveau que tu peux atteindre. En tout cas, c'est mon avis, si la prog généralisée est bien faite ou donne des options, tu peux atteindre un très bon niveau. C'est sûr que si tu veux chercher l'élite, ça suffira pas, ça c'est sûr. Mais voilà, ça Donc peut toi, tu conseilles plutôt de faire une prog individuelle pour chercher un niveau élite, ou alors tu penses déjà que quand la personne a un niveau élite et veut aller encore plus loin, ou simplement après de la recherche de performance, quoi. Ouais, je pense que ça va dépendre un peu des caractères de chacun. Moi, perso, j'ai déjà essayé pour voir un petit peu la différence et est-ce que ça me permettait d'aller un palier au-dessus. Est-ce que j'ai progressé? Oui. Est-ce que c'était mieux que si j'avais fait une prog générale? Pas forcément, parce qu'il y a d'autres facteurs comme le fait de s'entraîner à plusieurs. Et moi, quand je m'entraîne à plusieurs, ça me permet de tirer la bourre, chose que tu peux pas faire quand t'es tout seul. Du coup, tu respectes aussi moins le RP. Ouais. Forcément, après, il faut connaître son corps Ouais, c'est ça. Et après, t'as des athlètes qui savent ou qui ont pas l'objectif de faire du haut niveau, mais qui ont envie d'avoir du perso parce que, voilà, ils ont envie de vraiment un objectif très précis. J'en sais rien, je veux snatcher 120 kilos, je m'en fiche d'être super bon en gym. Ouais, là, du coup, une prog généralisée, il y aura pas assez de séances d'haltéro, quoi. Donc, c'est pour ça aussi. Si t'as des objectifs un peu plus, on va dire, pointilleux comme ça, tu peux. Mais voilà, après, si tu veux juste, entre guillemets, faire des compètes de crossfit générales, enfin, une prog généralisée, ça peut suffire, quoi. Tu vois. Ok. Si on revient sur Claudia, un exercice, une séance qui fait régulièrement la différence chez elle, et pourquoi? Je vais prendre un exemple, du coup, elle a sorti les 28 muscle-up unbroken avec le gilet lesté. C'est sûr que c'était quand même une grosse performance. Du coup, est-ce que c'est des choses qu'elle travaille ou du coup, non, justement, elle est sur de la force, comme tu disais, en strict, ou alors... Ouais, alors il y a deux choses. La force stricte, on la travaille beaucoup, donc elle fait des tractions lestées en off-saison, beaucoup. J'aurais pas de perf de mémoire, elle doit pouvoir faire, je pense, 3 reps entre 15 et 20 kilos, je dirais. Ce qui est pas mal pour une fille. Après, t'as des nanas qui vont être beaucoup plus fortes en force et qui pour autant vont pas réussir à faire ce nombre de muscle-up unbroken parce qu'il y a d'autres facteurs. Il y a le grip par exemple, parce qu'il faut quand même pouvoir rester suspendu 1 minute à la barre ou plus. Il y a aussi la technique, mine de rien. T'en as qui sont un peu plus en force, d'autres qui sont un peu plus en bascule. Ça, mine de rien, vu que c'est un mouvement dynamique, la technique va permettre d'influencer encore plus ta force en strict. Donc là, elle avait 28 chest to bar lestés, mais les muscle-up étaient pas lestés. Mais on en a fait lestés, donc on avait rigolé avec Clo parce que les mardis où je venais chez elle, on a fait plusieurs séances avec des ergos lestés, pas lestés, de la gym. Donc quand on a vu le WOD, on a rigolé parce que ça, elle en avait fait pas mal. Et elle aurait réussi à faire des muscle-up lestés. Hein. Mais je pense que ça aurait été compliqué pour d'autres filles, par exemple, quoi. Est-ce qu'il y a un exercice ou une séance qui revient régulièrement? Je veux dire non, dans le sens où il n'y a pas une séance typique et celle-là fait progresser plus qu'une autre. Mais par contre, il y a des types de séances. Moi, j'avais noté deadlift back squat, elle en fait quand même souvent, toutes les semaines, toute l'année. Donc, même si elle a un point un peu plus faible sur la chaîne postérieure, là, on a vu qu'elle avait fait une belle perf au back squat. Deadlift, finalement, un mouvement qui sort tout le temps, mais qu'on travaille quand même un peu moins dans les progs en règle générale, quoi. Ouais, qui sort plutôt en WOD qu'en max, mais le back squat aussi. Bon, rarement en WOD pour le coup, mais même peut tester en max, mais c'est déjà arrivé avec le CrossFit Total au Games il y a quelques années. Ils avaient eu strict press, deadlift, back squat. En fait, c'est des choses, c'est difficile de dire je vais m'entraîner parce que peut-être il va y avoir un RM là-dessus. Je pense pas, et la preuve, il y a pas mal de crossfitters qui ont fait des max, qui ont battu leur max pendant la compète. Et ça, c'est des gens qui maxent pas souvent. Parce que, faire un pair, le deuxième jour, t'es déjà un peu fatigué. Avec 3 essais, c'était compliqué, quoi. Ça peut se faire, mais c'est des gens qui maxent peu parce que c'est finalement, plus tu maxes, plus t'es à haut niveau, plus tu maxes sur ces mouvements-là et quand même, bien que ce soit fort, plus t'as de chances de te blesser quand même. Parce que c'est très lourd et le moindre petit défaut technique peut faire quelque chose. Donc moi, c'est pas quelque chose que j'aime donner à Chlo, on va dire des max, mais elle fait comme souvent des 3 RM, des 5 RM, donc des tests sous maximaux, et ça permet quand même de progresser dessus. Et après, tous les cycles qu'elle suit, bien sûr. Et après, en gym, comme dit, traction strict, strict chest to bar, ça elle en fait beaucoup. Elle tire aussi horizontal, donc tout ce qui est traction australienne, ring row, horizontaux, avec le gilet souvent. Et puis après, la gym, elle est comme très fort dessus, donc on refait à chaque fois une petite période où elle refait un petit peu de volume sans fatigue, et après sous fatigue, quoi. Et ça, c'est vraiment un point fort qu'elle a développé petit à petit.
Mais on n'a pas fait de séance vraiment dédiée à viser ce nombre de reps unbroken, quoi. Après, tu lui viens aussi de ses antécédents de gymnaste, quoi. Ouais, donc elle faisait pas de suspension, elle était au sol, mais quand même, elle avait quand même cette notion de corps dans l'espace. Même si c'était la gymnastique rythmique, ça te permet quand même de te donner comme voilà. Elle sait faire des roues, des rondades, etc. C'est quand même la proprioception dans l'espace, elle se débrouille bien, quoi. On va parler rapidement, mais on va parler de la construction d'une saison. Donc, si tu pouvais un peu nous expliquer comment vous avez organisé 2025 et surtout ce que vous avez prévu maintenant pour 2026. Ouais, donc du coup, là, après les Games, elle est en off. Donc, normalement, jusqu'au 1er septembre, elle fait pas de crossfit. Donc, elle a une bonne 2 semaines de repos, on va dire, totale, où voilà, elle est en vacances, elle fait un peu ce qu'elle veut. Ensuite, elle va reprendre une semaine avec, en général, des WOD en classe. À Trivoc, avec Basile, souvent, elle fait quelques classes, elle fait quelques sorties de vélo, des choses comme ça. Et ensuite, par contre, là, on reprendra on reprendra la prog un peu plus classique, quoi. Donc, pas encore, mais donc on n'a pas eu encore l'appel avec la team. Et d'ici une semaine, on va se faire un appel tous les 5, 6. Et du coup, on va revenir sur les Games entre nous. On va redire ce qui a été bien, ce qui a été moins bien. Et ça va nous permettre, même si on en a déjà parlé évidemment pendant la compète, pas avec Claude, mais avec les autres, de revenir sur ce qu'elle doit bosser en priorité, comment ce qu'on va faire, etc. Et donc là, vraiment, ce sera plus précis. Donc là, je peux pas donner des choses ultra précises, mais quand même, par rapport à l'année dernière. Ensuite, de septembre à décembre, elle fait vraiment ce travail off-saison où l'objectif, c'est vraiment de progresser sur ses points faibles. Donc là, la course à pied, elle avait un 5K run en test avant et après. Donc voilà. Donc, septembre à décembre. Ouais, c'est déjà... septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois. Ça va dépendre aussi ce qu'on décide de faire, ce qu'elle veut faire aussi, mais sûrement pas les ROG, pas les Wodapalooza parce que c'est pas en janvier, c'est en mars cette année. Donc il resterait peut-être les Dubaï. Les Dubaï, c'est début décembre. Donc si c'est le cas, il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on fait, quoi. Est-ce que du coup on mange un peu de la off-saison pour préparer la compète, parce que si on l'a fait, on y va pour gagner, en tout cas pour faire la meilleure perf possible. Et si c'est le cas, du coup ça va réduire un peu la off-saison pour faire la prépa pour Dubaï. Et après, si elle fait Dubaï début décembre, ça veut dire qu'elle reprend fin décembre, début janvier. Donc après, elle a encore janvier, février. On compte pas trop les Open. Donc elle peut être en off-saison, prendre les Open, c'est pas très grave. Janvier, février, donc à voir, pareil. Parce que tu considères que le niveau, elle a un tel niveau que ça permet de toute manière aller plus loin, aller au semi, quoi. Ouais, ils prennent 1%, ouais, c'était. Ouais, donc, pas même plus, non? Ouais, je crois que c'était 1%, 1 ou 2%, mais, donc je sais plus, les nanas, elles sont 100 000, donc ça fait 1000. Donc voilà, 1000 monde, même si elle se prépare pas trop, elle sera quand même dans les 100 premières, quoi. Donc, à voir en fait quand c'est qu'il y a les semi-finales ou pas, tu vois, ça change chaque année. Mais là, elle visait quand même de se qualifier au French ou en ligne, et c'était début mai. Donc, ce qui veut dire que si il lui faut 6 à 8 semaines, ça fait mars, avril de prépa CrossFit, et du coup, il y a encore janvier, février de off-saison. C'est sûr qu'une plus grande communication de CrossFit aussi permettrait d'avoir... Ouais. On va pas parler de ce sujet maintenant, mais c'est sûr que ça pourrait permettre d'avoir une meilleure visibilité dans votre préparation à vous de calendrier. Ouais, c'est sûr. Là, ils ont annoncé, alors c'est officieux qu'il y aurait les Open fin février, mais ça c'est comme d'hab, mais c'est à la limite, on s'en fiche. Ce qu'on veut, nous, c'est quand c'est qu'elle va devoir être prête pour se qualifier aux Games, quoi. Mais c'est ça, c'est son objectif pour un des objectifs pour 2026. Elle n'a pas prévu de peut-être aller dans d'autres ligues, enfin en plus. Ouais, pour l'instant on n'en a pas reparlé. Ça va dépendre aussi de ce qui va se passer. Moi j'ai entendu des rumeurs sur la World Fitness, faudrait demander à Vico. Apparemment ils aimeraient faire 4 ou 5 compètes l'année prochaine, alors qu'ils en ont fait 3 cette année. Et t'es obligé de les faire. Donc, tu vois, si tu dois faire... Cette année ils sont pas obligés, non? Ils sont obligés de faire 2 sur 3, mais ils sont obligés de faire la finale en décembre. Donc on va dire, mais à voir comment ce que ça va faire. Il y a toujours cette rumeur d'exclusivité ou pas, on sait pas encore, mais ça se trouve, ils vont peut-être demander à ce que les athlètes fassent que les Worlds et du coup pas les Games. Voilà, connaissant Claude, je pense qu'elle préfère quand même les Games. Donc à voir en fait selon, tu vois, parce que pareil, les compètes, si on a 5 dans l'année, t'es obligé d'en faire 4, imaginons. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois prêt sur les 4. C'est-à-dire une tous les 2 mois et demi, donc t'as pas trop, enfin. Ouais, il faut faire un choix, quoi. Ouais, c'est difficile, quoi. Donc ça sera un choix à faire, on verra, quoi, mais en tout cas, si on se base que sur la période Games, donc si elle fait les Dubaï, peut-être qu'on fera 2 mois et demi de off-saison, 1 mois et demi de prépa pour les Dubaï, 2 mois de off-saison et 1 mois et demi de prépa pour les semis, quoi. Quelque chose comme ça. Et justement, comment tu prépares l'inconnu, les épreuves surprises, sans gaspiller à l'entraînement? On peut parler, par exemple, des doubles crossovers, des handstand pirouettes. Alors, pour eux, en élite, c'est pas forcément des grosses surprises, mais je veux dire, il y a quand même toujours des choses qui ressortent un peu. Il y a toujours du skill.
heureusement, entre guillemets, pour Chlo, elle a par exemple passé beaucoup de temps dessus parce que c'est des choses qu'elle maîtrise quand même assez bien, ou en tout cas, elle apprend très rapidement. Sinon, globalement, dans l'année, pas trop en hors-saison, mais dès qu'on reprend un peu les prépas complètes, ben, on en remet déjà sans fatigue, donc en début de séance. Les mardis et les vendredis, souvent, on fait ça, et ensuite dans les WOD. Mais c'est vrai qu'elle se débrouille assez bien avec ça, donc on n'a pas besoin de faire, on va dire, une vraie progression sur X semaines. Tu vois, elle va faire un peu de pirouette avec de la plateforme. Ensuite, elle va faire une autre séance des crossovers ou des doubles avec des pirouettes aux anneaux, des choses comme ça, même des choses qui sont pas forcément déjà... En émum au début d'une séance. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, sur la prog complète, t'es un peu dans le même schéma? Ouais, souvent, bah, encore plus pour des gens un peu plus normaux comme nous, on a besoin de faire d'abord beaucoup en technique, puis en volume et ensuite sous fatigue. Donc on l'avait fait là pour préparer les Swordon, on savait que pour les affis, il allait avoir de la tête en bas. On savait pas s'il y avait des HSPU, des pirouettes ou la plateforme. Bon, c'était la plateforme, enfin, ça dépendait des KT. Et donc, du coup, bah, on en mettait déjà juste en skill. Et ensuite, voilà, souvent c'était avec de la corde à sauter, des choses comme ça, pour simuler un peu de fatigue, quoi. Cette année, il y a eu beaucoup de courses à pied. Comment tu l'avais anticipé? Comment tu vas réajuster pour 2026? Ouais, donc du coup, je pense que ça s'est vu depuis quelques années où il y a de plus en plus de courses à pied aux Games. Bon, il y en a toujours eu au moins une fois. Souvent, c'était le jeudi, les WOD longs, ils couraient, ils nageaient. Mais là, on a vu qu'il n'y avait pas que dans le WOD long, il y a aussi dans d'autres WOD. Il y avait les shuttle, le run avec les snatch. Il y avait le run sur le rogue, là. Et c'était finalement 400 mètres, ça devait être 300 mètres, c'était 400 mètres. En plus, le rogue, il est super lent. Il est 2 km/h plus lent, donc c'était vraiment comme s'il y avait genre 500 mètres, quoi. 500-600 mètres. C'est la résistance. Ouais, la résistance qui est un peu plus dure, je pense qu'un assaut et juste l'écran, en fait, qui, au lieu de te mettre 13 à l'heure, va te marquer 11, quoi. Du coup, bah... Et par rapport à sa montre, ça donne la même... Bah, en fait, comme c'est en intérieur, c'est compliqué, mais on a fait un tableau avec Max, justement, où on a simulé, enfin, au même ressenti, dehors, sur le assaut et sur le rogue. Et on a bien vu que le rogue avait à peu près 2 km/h en dessous, quoi. Juste du fait que l'écran est différent, quoi. Donc en fait, pour 400 mètres, on pourrait dire que tu peux les faire, je sais pas, une 45, 2 minutes sous fatigue. Bah, avec le rogue, t'as 2 km/h, c'est énorme, c'est quasiment une minute au kill en moins. C'est-à-dire que pour 400 mètres, ça fait 20 secondes, quoi. Donc elle mettait 20 secondes, enfin, tu mets 20 secondes de plus, quoi. Donc ça crée encore plus de différence si t'es bon ou mauvais coureur. Bon, bah, Chlo, elle est quand même dans la deuxième moitié. Donc sur ce wall-là, même s'il y avait du deadlift, bon, c'est pas forcément un point fort, mais je pense qu'elle avait largement de niveau. Et le handstand, où elle se débrouille bien, il y avait 175 mètres de marche sur les mains. On a vu que Tia, qui était un peu moins forte sur les mains, elle s'est fait un peu doubler. Et voilà, je veux dire, c'était quand même les meilleures coureuses qui gagnaient, quoi. Si tu regardes un peu le classement coureur du WOD 1, et puis sur ce WOD-là, ben, tu retrouveras des similitudes, quoi. Au final, donc la course faisait vraiment la diff, quoi. Donc bref, ça, on sait qu'il y a de plus en plus de courses, mais il y en a déjà depuis quelques années. Là, avec Max, ils ont quand même bien bossé. Il me semble qu'elle a un max au 5K au moins de 22 minutes, je crois 21,45, quelque chose comme ça, ce qui est pas si mal quand même. Et après, sur du plus long, ben, ou du plus court, c'est sûr, enfin, ça fait aussi la diff. Après, comme dit, les filles, elles courent super bien. J'ai pas les stats des autres filles, mais, tu vois, celles qui courent le 10K en 43, 45. C'est-à-dire que le 5K, elles sont quand même vers les 20 minutes, quoi. Parce que ça, du coup, tu l'intègres aussi après le off-saison. Donc, dans la off-saison, elle va faire des blocs de course. Et après, après la off-saison, toi, tu vas dans les 8 semaines de préparation, tu vas le mettre dans des, avec justement des, exactement. Des lifts. C'est ça. Donc après, on en met sous fatigue. Donc justement, pour préparer et les semis, les games, elle en faisait principalement le mercredi. Et où là, on mettait vraiment avec de la chaîne poste. Donc elle faisait, un petit peu comme nous, c'était les mêmes blocs que j'ai mis dans compete. J'ai mis les blocs de Chlo, on avait fait des fentes overhead, on faisait du sandbag, on faisait du sled. Donc ça permet vraiment de voir un petit peu, tes progrès, de voir comment tu réagis. Et ça permet encore d'avoir un stress différent encore. Et de l'avoir sous fatigue, quoi, pour créer des adaptations. Parce qu'un très bon coureur, si tu lui mets des agrès après le crossfit, c'est sûr que ça peut aussi, ça change. en tout cas, être traumatisant, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je le vois, par exemple, là, je suis une prépa pour un marathon, je progresse bien, mais n'empêche que si tu mets de la course dans un WOD et que je suis vraiment mort, c'est quand même différent, quoi. Alors, évidemment, plus t'es meilleur coureur, plus ce sera, mais c'est quand même différent, quoi. C'est comme un RM, quoi. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des gros RM, mais qui sont un peu moins forts en barbell, et des gens qui ont des plus petits RM, qui seront peut-être plus forts sur du barbell. Chlo, par exemple, elle a maintenant, je pense, des max relativement décents, voire bons en haltéro. Je pense très bon, on l'a vu au back squat, elle a fait un bon classement, mais en barbell cycling, ça reste encore plus compliqué par rapport à des nanas qui vont créer plus de puissance sur ce type de mouvement. Par exemple, c'est marrant, Danielle Brandon, elle a fait dernière au back squat. Je crois qu'elle a fait 285, donc
ou non, même pas, 265. Bon, bref, je crois qu'elle a fait genre 120 kilos dernière, et elle a fait dans les premières ou dans le top 10 au Power Snatch à 47. Tu vois, alors qu'elle arrive à créer vraiment de la puissance avec sa chaîne post, elle arrive pas du tout à retranscrire ça, enfin, sur du squat, quoi, par exemple, quoi. Ouais, finalement, c'est pas le même effort non plus, quoi. C'est différent, donc les max c'est bien, mais c'est pas parce que t'as 200 back squats que tu vas aller aux games, quoi, par exemple. C'est mieux de l'avoir. C'est bien, c'est ça, mais voilà, ça veut pas dire que tu seras forcément bon sur des snatchs à 70, quoi. Dernière question sur l'anticipation et la préparation des WOD tests. Du coup, on avait vu dans le vlog que vous aviez plus ou moins anticipé à la finale. Enfin, vous aviez fait une bonne simulation qui correspondait. Ça, c'est quoi les choses par rapport aux statistiques que tu regardes? C'est par rapport aux analyses des anciennes éditions? Ouais, c'est ça. On pourra prendre une photo. Mais dans la pièce derrière, j'avais imprimé tous les WOD Games l'année dernière depuis le début jusqu'à 2007. Et j'avais regardé combien de fois ça tombait, c'est ce type de modalité-là. Ça permet de voir quand même des tendances. Donc voilà, le run tombe 2-3 fois mine de rien sur 10 watts, ce qui est quand même pas mal. Et des choses comme ça, bien sûr, on peut pas tout prédire. À des années, il va y avoir plus de strongman. Finalement, cette année, il n'y a pas eu beaucoup de strongman. Il y a eu la fat bar, mais il n'y a pas eu autre chose, je crois pas. Pas de sandbag. Yoke rapidement. Ouais, un petit peu de yoke. Voilà, bon, c'était quand même super joli, mais pas grand chose. Alors qu'il y avait une année, ils avaient carrément eu un max. Donc voilà, après, ça tourne. Donc tu sais que quand ça fait longtemps que c'est pas tombé, ça va sûrement retomber. Notamment le pegboard, on n'en a pas fait en simul, mais on a quand même fait pas mal en entraînement. Je savais que c'était déjà tombé. J'ai plus l'année, je crois que c'était 2018-2019 la première fois, et ils avaient eu beaucoup de mal. Bon là, c'était encore différent si on parle du pegboard, c'est que c'était sur plexi. Et mine de rien, ça glissait beaucoup. On a vu Tia qui glissait, qui mettait même plus les pieds. Et on s'est quand même rendu compte quand même qu'il y avait certaines paires de chaussures qui glissaient un peu plus. Donc ça m'a fait sourire, mais c'était vrai. Tia, elle avait des tirs, Chloé aussi, et d'autres athlètes qui ont glissé. Donc ça a joué un peu quand même. Et aussi, je pense, l'entraînement, c'est sûr que c'est plus dur, ça glisse. Donc il suffit que tu mettes un peu de sueur sur le plexi, des choses comme ça, tout de suite c'est des patinettes, quoi. Donc bosser aussi pour l'année prochaine, quoi. Mais entre les stats et puis le fait que c'est toujours Castro qui programme, tu vois. Donc même s'il est aidé, tu reconnais quand même souvent la patte. Et donc mine de rien, il y en a plein des formats et on pourra pas tous les deviner, mais déjà les mouvements, voilà, il n'y a pas non plus 5000 mouvements. Les walking lunge, ils aiment bien en finale, c'est visuel. Exactement, tu vois. Donc ça, c'est des choses, tu sais qu'il y aura, donc tu peux pas dire que tu n'en as pas fait, quoi. Mais voilà, là, les parallèles HSP, c'est quand même assez rare. On en avait fait aussi, c'est plutôt bien débrouillé, même si c'était dur pour tout le monde. Mais ouais, voilà. Après, je pense que c'est du fait de bien suivre les games, si tu as bien suivi le début, ou en tout cas si tu as bien étudié les WOD, tu peux quand même créer des stats et te dire voilà, il y a plus de chances que ça tombe, quoi. Justement, on parlera des tendances 2025-2026 sur un autre podcast. Ouais. Un petit mot de la fin. Et du coup, on aura très bientôt Claudia quand elle sera rentrée en France sur le podcast, et du coup elle pourra nous donner ses impressions WOD par WOD et peut-être nous donner des petites choses qu'on n'a pas forcément parlé ou qu'on n'a pas vu sur YouTube. Je pense que ça sera assez intéressant. Okay. Donc si les gens ont des questions à poser, ils peuvent... Ouais, carrément, vous pouvez les poser en commentaire, c'est toujours bien, on les montrera à Claudia, et puis on y répondra du coup sur le podcast avec Clo. Merci.